Merci beaucoup, professeur Nordman, pour cet exposé très exhaustif. Et nous avons le plaisir de passer la parole maintenant au professeur Abtel qui va nous parler du traitement de première ligne. Donc c'est à toi, Florent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais vous parler du traitement de première ligne du glaucome. Alors, ceux que le sujet intéresse, vous pourrez retrouver dans les recommandations de la Société européenne du glaucome et également dans les recommandations de la HAS en français pour ces deux documents, des informations très détaillées sur le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à les consulter. Et tout ce que je vous dirai, tout ce qui vous sera dit dans le webinaire, vous pouvez le retrouver en détail dans ces deux documents. Alors pour débuter, un petit mot sur le rationnel du traitement du glaucome, et je vais vous présenter rapidement les grandes études environnementales qui sont le pivot, qui sont vraiment le fondement du traitement du glaucome, et qui nous démontrent, vous allez le voir, que traiter un glaucome, vous le savez bien, c'est baisser la pression intraoculaire, et que l'effet bénéfique de la baisse de PiO est vrai quel que soit le type de glaucome, le stade de glaucome, la population, ou les traitements déjà envisagés et la modalité de traitement. Alors rapidement, quelques-unes de ces études, je vous en présente trois. L'OHTS au stade non pas de glaucome mais d'hypertonie, c'était une grande étude américaine qui a randomisé en deux groupes des sujets hypertones naïfs de traitement, avec un groupe non traité et un groupe traité. Ils ont regardé dans le temps la proportion de sujets qui développaient un glaucome et les facteurs de risque de développer un glaucome et l'effet du traitement. Alors vous avez ici la proportion de sujets qui développaient un glaucome au cours du temps. Et vous voyez qu'au bout de 5 ans, 60 mois, un petit peu moins de 10% des non traités avaient développé un glaucome, contre un peu moins de 5% des traités. Donc globalement, le risque est faible, mais néanmoins, le traitement qui diminue seulement, c'est une étude un peu ancienne de 22% la PIO, divisé par 2 le risque de développer un glaucome. Alors dans cette étude, les facteurs de risque de développer un glaucome chez les hypertones étaient l'âge élevé, la PIO élevée, une cornée fine, une variabilité importante du champ visuel et un rapport CUP sur disque initial élevé. Et si on regarde plus précisément le lien PIO et risque de glaucome à 5 ans, de développement d'un glaucome, vous voyez que pour chaque millimètre de mercure d'augmentation de la PIO, le risque de glaucome à 5 ans augmentait de 10%, ce qui montre effectivement le lien très étroit entre le niveau de PIO et la baisse de PIO et le risque d'avoir un glaucome. Alors l'OHTS, elle a duré plus que 7 ans ou 8 ans. Elle a duré 13 ans et en fait, au bout de 7 ans, le bras des patients qui n'étaient pas sous traitement, les patients ont été mis sous traitement et ceux qui étaient déjà sous traitement, le traitement a été poursuivi. Et voyez au départ, les courbes de risque de développement d'un glaucome divergent dans les deux groupes. Après, elles sont parallèles mais ne se rejoignent pas. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, ceux qui avaient été traités au début avaient un risque in fine plus faible d'avoir un glaucome. Ceux qui avaient été traités plus tardivement ont un risque plus élevé d'avoir un glaucome. Et si on regarde les mêmes résultats, mais en stratifiant les patients en fonction de l'absence ou la présence de facteurs de risque d'avoir un glaucome, vous voyez les trois courbes. À gauche, ceux qui n'avaient pas de facteur de risque, PO peu élevé, cornée pas fine, pas d'antécédents familiaux, pas d'exfoliation, de dispersion pigmentaire. Et voyez, si on regarde au milieu à droite, ceux qui avaient beaucoup de facteurs de risque de développer un glaucome, notamment une PIO élevée et une cornée fine, étaient ceux pour lesquels la différence entre les deux groupes était la plus importante. Et finalement, c'est ceux pour lesquels on doit instaurer un traitement et qui bénéficient d'un traitement, notamment médical, qui baisse la PIO. Et vous voyez la stratification du risque à 5 ans en fonction de la pachymétrie en abscisse et du niveau de la PIO en ordonnée. Si vous regardez en bas à droite, ceux qui avaient une cornée épaisse et une PIO fine, moins de 2% développaient un glaucome à 5 ans. Si vous regardez en haut et à gauche, ceux qui avaient une PIO plus élevée et une cornée moins épaisse, le risque était de 36% à 5 ans. Donc voilà, parmi les différents éléments, le niveau de la PIO et la cornée sont des éléments fondamentaux et qui modifient ou influent beaucoup le risque de développer un glaucome. De cela a été issu un calculateur de risque que vous pouvez trouver sur Internet. Vous tapez OHTS Risk Calculator. On renseigne différents paramètres, l'âge, la PIO, la cornée, le rapport CUP sur disque et le PSD. Et voilà, le risque à 5 ans est calculé. Vous le voyez en bas dans le petit carré. Il est en l'occurrence de 23% pour le patient test que vous voyez ici. En règle générale, on décide de traiter par un traitement hypotonisant lorsque le risque est à moins de 6%. On décide de ne pas traiter, voilà, quand le risque est à moins de 6%. On discute au cas par cas en fonction de l'âge et d'autres facteurs de risque comme la pseudoexfoliation, la dispersion pigmentaire, les antécédents familiaux quand le risque est entre 6 et 13%, et on traite systématiquement quand le risque est de plus de 13% à 5 ans. Alors la deuxième étude environnementale que je vous présente, c'est l'EMGT, grande étude européenne un petit peu ancienne maintenant. C'était des glaucomateux nouvellement diagnostiqués. Elle est très intéressante parce qu'ils ont été randomisés en deux groupes. Un groupe traité avec une réduction de 25% de la PIO, c'était une combinaison bêta-bloquant et traitement laser, trabéculoplastie laser, et un groupe non traité. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les deux bras des deux patients, les deux groupes de patients ont été suivis. Et ils ont regardé dans le groupe traité et non traité
la proportion de sujets glaucomateux qui évoluaient, la vitesse d'évolution et les facteurs de risque d'évolution. Alors c'est intéressant parce qu'il y avait un groupe non traité et contrôle qui a été suivi longtemps. C'est évidemment absolument non éthique et ça pourrait plus être réalisé maintenant. Mais voilà, ça nous apporte beaucoup d'informations sur l'effet du traitement et les facteurs de risque d'évolution. Alors vous avez ici la proportion de patients qui progressaient, donc c'était des glaucomateux qui progressaient en fonction du suivi dans le groupe contrôle en noir et traité en gris. Et voyez, si on se met par exemple à 6 ans, c'est-à-dire 72 mois, on avait 62% des contrôles qui évoluaient contre 45% des traités. Donc il n'y a pas de doute, le traitement réduit le risque d'évolution. Alors le résultat, dit comme c'est pas trop spectaculaire, si on regarde la vitesse moyenne de dégradation du champ visuel dans le groupe traité et non traité, vous voyez qu'on divisait quasiment par deux la vitesse d'évolution. Donc il n'y a pas de doute à une réduction de PIO, même moyenne, environ 25%, diminuer nettement le risque d'évolution et la vitesse d'évolution lorsqu'il y avait évolution. Et vous voyez ici dans le MGT la relation entre la baisse de PIO et la réduction du risque d'évolution. Et vous voyez effectivement qu'on a un lien très étroit. Chaque millimètre de mercure de réduction de la PIO réduisait de 10% en analyse multivariée le risque d'évolution. Et vous voyez, de cette étude est issu l'adage chaque millimètre de mercure compte, simplement pour dire qu'effectivement une réduction même modeste de la PIO réduit le risque d'évolution de la glaucome et la vitesse d'évolution sur une période de temps qui est relativement courte. Alors la dernière étude que je vous montre, qui est également extrêmement intéressante parce qu'elle est récente et qu'elle a été réalisée avec un traitement médical qui est sous forme de prostaglandine, et vous savez que souvent, on le redira, c'est le traitement de première intention du glaucome en Europe, en Occident, dans beaucoup de pays, et qui a évalué l'effet sur le champ visuel notamment de l'instauration d'un traitement par prostaglandine chez les patients naïfs. Donc voilà, patients jamais traités, randomisés en deux groupes, un groupe latanoprost, donc une prostaglandine, un groupe placebo, un suivi très régulier avec notamment des évaluations sérieuses et régulières du champ visuel. Les résultats, vous avez ici la PIO, en bleu dans le groupe placebo, il y avait peu de changements, il y a 2 ans de suivi, en rouge dans le groupe latanoprost, on baissait d'environ 5 mm de mercure, 5-6 en partant d'une PIO d'un petit peu moins de 20. Donc voilà, on avait l'effet attendu en termes de réduction de la PIO d'une prostaglandine. Alors vous avez ici la proportion de sujets qui progressaient. Résultat très intéressant, en rouge le groupe placebo, en bleu le groupe latanoprost. Et vous voyez que si on se met à 24 mois seulement, on avait environ moitié moins de risque d'évolution dans le groupe latanoprost par rapport au groupe placebo. Et l'étude de ce fait, elle a été arrêtée de façon prématurée parce que les auteurs et le comité d'éthique, le comité scientifique ont considéré que ne pas traiter les patients les exposait à une perte de chance tellement l'effet du traitement était rapide et important. Et voyez en fait, en effet, contrairement à l'EMGT, on n'a pas attendu 5 ans, 6 ans, 7 ans pour mettre en évidence une différence. Dès 2 ans seulement, il y avait une différence qui était très nette entre les deux groupes, et la différence, elle est plus importante que le MGT. Donc ça confirme qu'un traitement qui réduit la PIO réduit le risque d'évolution, la vitesse d'évolution, et que plus le traitement est efficace, plus l'effet est observé rapidement. Et voyez, vous le savez, les prostaglandines sont extrêmement efficaces pour réduire la PIO et souvent données en première intention, et leur effet bénéfique sur le risque d'évolution et la vitesse d'évolution est effectivement démontré, retrouvé très rapidement. Alors, comment débuter un traitement concrètement quand vous avez un patient glaucomateux ou hypertone nouvellement diagnostiqué et que vous décidez de le traiter? La première étape du raisonnement qu'on a, c'est d'estimer la baisse pressionnelle que l'on souhaite, ce qu'on appelait la PIO cible. Alors, elle sera d'autant plus basse ou l'objectif de réduction sera d'autant plus ambitieux que le glaucome est évolué au moment du diagnostic, que le sujet est jeune et donc il a une espérance de vie longue, que la PIO avant traitement est basse, qu'il y a des facteurs de risque d'évolution, cornée fine, pseudoexfoliation, dispersion pigmentaire, myopie forte, mélanodermie, antécédents familiaux, et enfin si c'est un glaucome pour lequel on avait déjà un suivi périmétrique, si l'évolution est rapide, c'est un glaucome agressif, on sera là encore plus ambitieux sur la réduction de PIO. Alors, le graphe de l'EGS c'est bien, mais il est un petit peu théorique. On peut revenir vers les grandes études environnementales si on veut avoir une idée numérique plus concrète. Vous voyez, dans l'OHTS, réduction d'un peu plus de 20%, on divisait par deux le risque de glaucome à 5 ans. EMGT, baisse de 25% de la PIO, on passait de 49 à 30% d'évolution sur une période de 5 à 7 ans. Si NTGS, baisse de 30%, on réduisait quasiment par 3 le risque d'évolution de glaucome. Si AGTS, baisse de plus de 35%, pas d'évolution. AGIS, PIO inférieur à 18 lors de toutes les visites de suivi, pas d'évolution. Donc, vous voyez concrètement un glaucome débutant avec peu de facteurs de risque d'évolution, une baisse de PIO de 25-30% peut être tout à fait tolérable, peut être un objectif raisonnable. Un glaucome modéré, évolutif plus rapidement avec des facteurs de risque d'évolution, peut-être une baisse de 30 à 35%. Et enfin, un glaucome agonique avec un champ visuel très altéré, un risque de cécité, un œil unique, peut-être une réduction de plus de 35% de la PIO. Donc voici des exemples d'objectifs pressionnels que l'on peut se donner
au vu de la littérature et des grandes études environnementales. Alors, je vous montre un travail qui vous a été montré dans la communication précédente et qui finalement, on va dire, répond à la question du traitement de première ligne du glaucome. C'est une méta-analyse de toutes les études publiées sur l'effet des classes thérapeutiques et des molécules. Et voyez, on a quatre classes actuelles, bêta-bloquant, prostaglandine, alpha-2, IAC. Vous allez voir, on a une cinquième qui arrive actuellement sur le marché en France. On a une hiérarchie de toutes les classes nettement en tête viennent les prostaglandines. On peut espérer une baisse de 31 à 33% de la PIO avec une prostaglandine. Après les prostaglandines viennent les bêta-bloquants, 23 à 27% de baisse de PIO. Et enfin les alpha-2 agonistes et les IAC, 17 à 25% de baisse de la PIO. Donc vous voyez, il y a une hiérarchie et finalement notre choix en cas de traitement de première ligne suit cette hiérarchie. Très très souvent, dans 90% des cas d'ailleurs en Europe ou en France, quand on instaure un traitement médical chez un glaucomateux naïf de tout traitement, donc nouvellement traité, on débute par une prostaglandine. Et quand ce n'est pas le cas, pour différentes raisons, raisons d'effets secondaires, cosmétiques, esthétiques, sur des yeux bleus, viennent les bêta-bloquants après, pour lesquels auxquels on peut avoir recours également au traitement de première intention, mais qui sont un petit peu moins efficaces pour réduire la PIO. Alors, quelle formulation quand vous choisissez la monothérapie de première ligne qu'on vient d'évoquer? Comme cela a été dit également, vous savez que les atteintes de la surface oculaire chez les patients glaucomateux liées aux conservateurs qu'on a dans les produits antiglaucomateux conservés sont extrêmement fréquentes. Vous voyez ici une étude française de l'équipe du professeur Baudouin sur la prévalence des signes fonctionnels décrits par les patients ou physiques observés par les médecins en fonction du nombre de collyres conservés donnés aux patients. Et vous voyez, entre 0 collyre conservé en blanc ou 1, il y a une nette différence. Donc même une simple monothérapie, lorsqu'elle est conservée par du BAK, risque d'altérer la surface oculaire et donc la qualité de vie du patient. Et la conclusion de cela, c'est qu'on doit, lorsque c'est possible, et c'est souvent possible, privilégier des traitements sans BAK. Et vous voyez ici des recommandations d'un groupe de travail européen. En cas de signes fonctionnels décrits par le patient, d'anomalies, d'œil sec, de multithérapie ou de chirurgie filtrante probable, il est préférable de privilégier les traitements sans BAK. Et donc voilà, on peut dire que globalement, quand on instaure un traitement, dès le début, si on peut, privilégier les traitements non conservés. Alors on peut en l'occurrence, parce que vous voyez ici, que ce soit en monothérapie ou sous forme de combinaison fixe, les principales classes thérapeutiques et les principales combinaisons sont maintenant disponibles sans chlorure de benzalkonium. Donc voilà, c'est un choix évidemment quand on débute le traitement médical de première intention. Est-ce qu'une trabéculoplastie laser, un traitement physique, peut être une alternative au traitement médical en première intention? Oui, tout à fait, ça l'est de plus en plus. Et voyez par exemple ici les recommandations, les dernières recommandations de la Société européenne du glaucome, et qui placent finalement en traitement de première ligne à égalité le traitement médical et la trabéculoplastie sélective, le SLT. Donc voilà, on peut, hein, c'est une question ou c'est une proposition tout à fait licite, lorsqu'on débute un traitement, se poser la question de proposer au patient du SLT, notamment s'il a des effets secondaires ou risque d'avoir des effets secondaires, s'il a des contre-indications au traitement, s'il a un risque de mauvaise observance, un homme, un patient jeune, un patient qui a d'autres traitements médicaux, un patient qui a, pour des raisons professionnelles, des activités importantes, pour lequel on pense que le traitement médical peut ne pas être pris régulièrement, on peut tout à fait proposer un SLT. Et cette proposition, cette augmentation de la place du SLT, elle est en fait issue d'une étude que vous connaissez probablement, qui est l'étude Light, qui a comparé en première intention, en traitement initial, la trabéculoplastie et le traitement médical. Et en fait, vous voyez ici, l'étude a montré que le SLT initial était souvent efficace pour contrôler la PIO et contrôler l'évolution du glaucome. Et voyez par exemple, si on regarde 3 ans après un SLT en traitement initial, dans 78% des cas, on n'avait pas eu instauré un traitement médical pour contrôler l'évolution. Si on regarde en termes de PIO cible atteinte dans les deux groupes, traitement médical SLT, de risque d'évolution du glaucome ou de chirurgie filtrante nécessaire, et bien finalement les deux groupes sont tout à fait comparables, voire même il semble avoir une petite différence en faveur du SLT par rapport au traitement médical initial. Donc voilà, probablement en termes d'efficacité relativement comparable, mais c'est une option qu'on peut avoir. On peut retraiter également, hein, donc voilà, ce n'est pas forcément un effet qui durera quelques années. Et là encore, l'étude Light a montré que la durée dans le temps du premier et du deuxième traitement était relativement importante et que le deuxième traitement avait un effet nouveau ou un effet additionnel par rapport au premier traitement. Donc voilà, c'est une option. Il y a des arguments pour le traitement médical que vous voyez ici, le fait que le patient doit revenir vous voir, le fait qu'il y a moins d'épuisement dans le temps. Il y a des arguments pour le SLT, l'absence d'effets secondaires, pas le risque, l'absence de risque de mauvaise observance. Mais donc voilà, c'est un choix tout à fait licite ou plausible en première intention. Donc en conclusion, les grandes études environnementales rappellent le lien très étroit entre la réduction de la PIO et la réduction du risque d'évolution et la vitesse d'évolution d'un glaucome.
Et donc, vous voyez la relation numérique qui est rappelée sur le bas de la diapo. Le traitement du première intention d'un glaucome est quand même très souvent un traitement médical. En règle générale, on débute par une monothérapie. Les prostaglandines sont privilégiées très nettement par rapport aux autres classes thérapeutiques et cela ne devrait pas changer, on le verra dans les années qui viennent. Et voilà, la trabéculoplastie laser est néanmoins une alternative possible, on en fait de plus en plus, notamment dans certains cas de figure et notamment en cas de facteur de risque de mauvaise observance du patient. Donc cela peut être proposé, on peut aussi expliquer au patient les avantages et inconvénients du traitement médical et du SLT et choisir en fonction du souhait du patient. Je vous remercie.